Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Des tensions qui persistent entre le Rwanda et l'Ouganda en matière de sécurité des territoires et d'espionnage, et ce malgré l'accord signé en juin 2019 par les deux chefs d'État. Une situation tendue dans cette région qui rend difficile le dialogue entre les deux pays. Au Kenya, l'évolution de la croissance entre l'exercice financier de 2019 et 2020 est palpable. L'économie kenyane gagne donc 0,5 points en l'espace d'un an, notamment grâce au secteur privé. Et enfin, des mécanismes intelligents développés par des start-up en Côte d'Ivoire se mettent au service de l'agriculture, notamment dans les milieux ruraux où les producteurs peinent à vivre de leurs récoltes. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le gouvernement congolais renforce son dispositif de prévention concernant la propagation rapide du coronavirus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a qualifié l'épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale. Dans ce contexte, les autorités congolaises ont pris les dispositions nécessaires afin de prémunir les Congolais de cette menace. Parmi ces dispositions, on retrouve le renforcement du matériel de protection individuelle, à savoir les solutions hydroalcooliques, les thermoflash et les gants, ainsi que l'identification dans tous les points d'entrée du territoire des cas suspects. Également, toute personne en provenance des pays à haut risque et notamment le berceau du coronavirus Wuhan sera systématiquement mise en quarantaine pour une durée minimale de 14 jours. Des tensions sont palpables entre le Rwanda et l'Ouganda. Les deux pays sont toujours en conflit sur les questions de sécurité et d'espionnage ainsi que les dispositifs mis en place dans les deux pays. Le Rwanda accuse son voisin ougandais d'abriter des dissidents, ce que rejette fermement le gouvernement ougandais. Malgré la signature d'un accord de réconciliation en juin 2019 entre les deux chefs d'État, Yoweri Museveni et Paul Kagame, la tension reste toujours vive entre les deux pays. Les précisions avec Ange Bijou-Nomenyo. Le torchon brûle toujours entre l'Ouganda et le Rwanda. Les deux pays sont en conflit sur les questions de sécurité et d'espionnage. En février 2019, le Rwanda a fermé son principal poste frontière en accusant l'Ouganda d'abriter ses dissidents. L'Ouganda a rejeté l'accusation. Malgré la signature d'un accord de réconciliation, la tension est toujours vive entre ces deux pays. L'Ouganda et le Rwanda exportaient leur alliance sur le territoire de RD Congo et s'étaient alliés en son temps pour attaquer la RD Congo. Je pense qu'il est un peu difficile maintenant qu'ils sont revenus sur leur territoire respectif, de se faire immédiatement confiance. Le président rwandais Paul Kagame a récemment déclaré que son voisin ougandais ne respectait pas l'accord de réconciliation. Selon cet accord signé en juin 2019, les chefs d'État s'étaient engagés à respecter 7 points clés, dont celui de respecter mutuellement la souveraineté et celle de leurs États voisins. Un seul accord de paix n'est pas suffisant. Ce qu'on pourrait peut-être recommander, c'est de créer un groupe technique, une équipe dans chaque pays pour qu'ils lancent un processus de discussion par rapport à cet accord de paix. Le président Paul Kagame a déclaré que le Rwanda respecterait ses obligations dans le cadre de l'accord de Luanda. Lors de la dernière réunion entre ses deux voisins à Kigali, le Rwanda a donné à l'Ouganda une liste de 200 noms de citoyens qui, selon lui, sont détenus illégalement en Ouganda et devraient être libérés afin d'apaiser les tensions entre les deux pays. Au Cameroun, dans la commune de l'arrondissement de Yaoundé 2e, la stratégie de campagne du maire RDPC Yannick Martial Aïssi Elundu privilégie le porte-à-porte et les rassemblements de masse. Le maire sortant a su créer une relation de confiance avec les habitants de cet arrondissement. Candidat à sa propre succession, il se dit serein quant à la confiance de son électorat. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. Nul doute, la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e est parée pour l'échéance électorale du 9 février 2020. Même si la campagne présente au moins d'engouement dans les rues, les affiches, elles, font leur campagne. Après 5 jours de lancement de la campagne, le candidat sortant à la mairie de Yaoundé 2 décline les prochaines phases de ses mobilisations. Nous avons organisé les équipes mobiles de campagne de proximité, des militants et des volontaires, des sympathisants qui iront de maison à maison
pour essayer de discuter, convaincre les populations, les électeurs les plus sceptiques, ceux qui doutent, ceux qui remettent en question notre vision. Nous allons également organiser des meetings de rassemblement pour créer la masse, pour démontrer justement la force de notre parti. Un parti qui est écouté, un parti qui est surtout à l'écoute de ses populations. Pour convaincre l'électorat de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2, le maire sortant et son équipe comptent sur la force de son projet de société, lequel porte essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Son objectif est de se voir renouveler la confiance des habitants de Yaoundé 2. Il faut plus d'écoles, nous avons les problèmes de santé, on a besoin de plus de centres de santé et d'hôpitaux. Nous avons les problèmes d'infrastructures, d'accès dans les quartiers. C'est-à-dire les routes dans les quartiers pour la mobilité, la connectivité, la circulation des populations. Nous avons également des problèmes d'accès à l'eau potable. Vous savez, il y a des quartiers entiers où c'est difficile de pouvoir desservir en eau potable. Donc nous avons également ces problèmes d'hygiène et salubrité. Voilà un peu en grandeur nature les problèmes que nous rencontrons dans nos différents quartiers. Malgré le boycott de certains adversaires politiques durant ces élections municipales, le candidat RDPC à la mairie de Yaoundé 2 n'entend pas dormir sur ses lauriers. Sa devise, aller vers les populations afin de glaner le maximum d'électeurs. Une croissance évaluée à 6,2% en 2020 pour le Kenya, c'est ce qui ressort de l'annonce officielle du gouverneur de la Banque centrale du pays, Patrick Njoroge. Un dynamisme palpable et une évaluation largement félicitée puisque le taux enregistré en 2019 était à 5,7%. Cette augmentation s'explique principalement par l'évolution du secteur privé au Kenya. Néanmoins, plusieurs facteurs extérieurs peuvent engendrer un ralentissement de la croissance économique, comme le Brexit avec la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Les précisions de Victoria Sedji. Après 5,7% de croissance en 2019, l'économie kenyane devrait encore s'élever à 6,2% en 2020, selon la Banque centrale du Kenya. L'institution indique qu'en 2019, l'exécutif a entrepris des actions qui continueront d'influencer positivement l'économie. Entre autres, la confiance des entreprises a été améliorée et la vigueur de la consommation privée a été vivement suscitée. La force du Kenya par rapport à la sous-région, c'est que le secteur privé est diversifié. Le gouvernement kenyan a beaucoup fait d'efforts en matière de restructuration et de libéralisation du secteur privé, notamment dans les secteurs touristiques, dans les secteurs des services. Malgré ces bonnes prévisions, la Banque centrale a cependant émis des craintes. La sortie effective de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ou encore l'éclosion du coronavirus en Chine sont des menaces potentielles qui peuvent ralentir la croissance. Directement ou indirectement, il y aura une incidence reliée au Brexit parce que la Grande-Bretagne est l'un des plus grands partenaires du Kenya. En parlant du coronavirus, il y a des pertes de vies humaines. C'est vrai que ça aurait des incidences indirectes, mais je ne pense pas qu'il est déjà trop vite temps de le mettre comme effet limitant. Le Kenya peut toutefois toujours espérer et oser s'appuyer sur son secteur privé à travers qui l'exécutif veut désormais miser pour accélérer la croissance, la rendre beaucoup plus inclusive et résistante. En 2019, le plafonnement des taux d'intérêt a été supprimé à cet effet. Suite à cette mesure, le secteur privé a vu ses prêts grimper de 7,1% et en 2020, la Banque centrale prévoit une hausse de 11,8%. L'agriculture est à la base du développement de plusieurs économies en Afrique. Néanmoins, les acteurs de la filière peinent à en retirer des revenus décents. Un phénomène expliqué par diverses raisons, mais principalement par l'absence de solutions numériques à appliquer dans différentes chaînes de valeur agricole, notamment dans les milieux ruraux. Ces solutions numériques permettraient aux producteurs d'acquérir une certaine autonomie. C'est donc l'idée de plusieurs start-up en Côte d'Ivoire qui cherchent à concevoir des mécanismes intelligents au service des producteurs. Les précisions dans ce sujet d'Amenedji. Bien que portée par la digitalisation dans plusieurs pays africains, l'agriculture numérique en Côte d'Ivoire peine à prendre son envol. Face aux nombreux défis de connectivité, les zones agricoles et rurales éloignées n'ont pas franchi un pas réel dans le secteur puisque les choses se mettent en place de façon expérimentale. À titre d'exemple, au moins 50% des récoltes sont perdues puisque les productions peinent à être écoulées. Ce qui se fait actuellement,
et devait être pour moi plus amplifié, c'est d'aller vers les zones rurales, d'éduquer, de sensibiliser et surtout de former les jeunes à cette éducation digitale, à cette éducation numérique. Comment le numérique aujourd'hui peut les emmener à être plus rentables, à être plus performants et à être des acteurs incontournables dans le domaine que eux ils maîtrisent. Ainsi, le secteur agricole en Côte d'Ivoire profite à certaines startups qui développent des stratégies et mettent à disposition des agriculteurs des données ciblées par rapport à la culture, au lieu de production et aux conditions météorologiques. Il s'agit, par le biais de plateformes participatives, de vendre à ceux qui veulent investir dans des projets des bons d'achat qui permettent d'acquérir des biens et services revendus sans bénéfice à de petits agriculteurs. Je pense que c'est plus former des jeunes, plus ouvrir des centres d'incubation dans les régions, dans les villes reculées, pour que l'innovation soit au cœur même de la vie de ces agriculteurs-là, pour que la technologie soit plus rapprochée d'eux. Donc réduire le coût du matériel et surtout le coût des connectivités. 95% du secteur agricole en Côte d'Ivoire n'est pas bancarisé. Une réalité qui bloque souvent les investisseurs incapables de financer les projets agricoles, ne disposant pas d'informations sur les clients et les produits. Toutefois, le gouvernement multiplie les projets suivis d'une série de solutions pour le désenclavement en zone rurale et la promotion de l'e-agriculture. L'avenir du service d'identification biométrique du Kenya est toujours disputé au tribunal. Des organisations locales des droits des peuples mineurs considèrent cet outil comme un outil d'exclusion sociale. Cette procédure close depuis 2019 a vu 31 millions de personnes identifiées biométriquement contre un objectif gouvernemental de 40 millions de personnes. Un sujet de Nathalie Mo. L'avenir du service d'identification biométrique du Kenya est disputé au tribunal. Risque d'exclusion pour les minorités, la décision de justice pour encadrer son application est attendue. En effet, des observateurs révèlent que contrairement aux autres, les Kenyans d'origine nubienne passent par 3 niveaux de vérification pour se faire identifier. Malgré ces étapes, ces populations voient souvent leur procédure rejetée, synonyme d'une perte de leur identité sociale. Il y a une angoisse identitaire qui contraste avec la montée en puissance des dispositifs de sécurité dans la plupart des États au monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il est de notoriété que la globalisation n'est pas si globale que ça. Peuples émigrés du Soudan et d'Égypte, les Nubiens du Kenya manquent de documents officiels comme des actes de naissance nécessaires pour l'établissement de leur identité biométrique. La société civile locale plaide pour le respect des lois sur l'égalité pour tous en faveur des minorités pour l'acquisition d'une identité nationale. Il faudrait une volonté politique. Et en l'absence d'une volonté politique et d'un certain nombre de pressions de la communauté internationale, c'est des situations, c'est des démarches qui peuvent difficilement prospérer. Au Kenya, 31 millions de personnes sur une population visée de 40 millions ont été identifiées en 2019. Appelé Huduma Namba, le numéro d'identité numérique des Kenyans doit leur permettre d'accéder à divers services sociaux comme l'éducation, la santé ou encore l'acquisition d'une carte d'électeur. Dans le reste de l'actualité, le Congolais Junior Ilunga Makabu est entré dans l'histoire ce vendredi 31 janvier en devenant le premier champion du monde de boxe anglaise originaire de la République démocratique du Congo. Un exploit de taille réalisé devant son public à Kinshasa, 46 ans après le combat de boxe légendaire Ali contre Foreman qui s'était tenu dans cette même capitale. Junior Makabu a décroché la ceinture des poids lourds légers WBC en battant le Polonais Michel Cieslak. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.